Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal et nous sommes en direct le 1er mai 2023. Alors, j'enregistre cette vidéo. Demain, sans doute in extremis, je vais apparaître à nouveau et probablement je vais quitter 2 ou 3 jours car demain, nous repartons en France, et cette fois-ci du côté de la Côte d'Azur, Nice. Vous savez, pour des raisons familiales, car Fabienne a de la famille à Nice. Mais je pense que c'est mon 7e ou 8e voyage en 7 ans. Et je vais vous raconter une toute petite anecdote. Et en m'interrogeant sur un peu l'esprit humain, et sur le mien en particulier. Sur la promenade des Anglais, il y a divers saltimbanques, des joueurs de musique, des gens qui font des acrobaties. En fait, bref, il y a des amuseurs publics. Mais il y en a un. Et à chaque fois, je me demande si je ne vais pas le revoir. Et d'année en année, je le revois toujours à la même place. Et lui, ce qu'il fait, c'est il personnifie Michael Jackson. Alors, sur son Ghetto Blaster, il l'interprète et il danse la fameuse danse, le moonwalk, et il emprunte à la gestuelle de Michael Jackson. Le hic, c'est que c'est un grand blanc efflanqué qui a dépassé la soixantaine, et dans son costume argenté, il se démène comme un beau diable devant un public plutôt clairsemé, composé généralement de Japonais et de Russes. Je ne sais pas si les Russes vont être là, vu ce qui se passe. Mais, et à chaque fois, je trouve le spectacle à la fois pathétique et à la fois poignant. Et je ne peux m'empêcher de penser à quoi ressemble sa vie à cet homme qui, soir après soir, se démène sur la promenade des Anglais pour épater les touristes qui, sans doute, auront vu bien d'autres attractions dans leur vie que de voir un adulte d'âge mur personnifier Michael Jackson. Alors, j'essaie d'imaginer à quoi ça ressemble, sa vie. Vous allez me dire, c'est une drôle de préoccupation de se préoccuper de quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Je ne connais pas son prénom, je n'ai... En fait, mais je sais que c'est difficile à imaginer que sur la Côte d'Azur, il y a des pauvres. Il y a des gens qui vivent des difficultés financières importantes. C'est pas l'image qu'on en a, hein. C'est bling-bling, c'est les yachts, c'est Cannes, c'est le spectacle, en tout cas, du capitalisme décomplexé. Et c'est l'endroit, en tout cas, où il y a une sorte de parfum à la fois érotique, mais à la fois aussi de meurtre, j'ai envie de dire. On sent quand même que les passions humaines, elles sont ici exacerbées. Et pour moi, ce singulier personnage s'agitant au son de Thriller ou de Beat It est un peu pour moi l'incarnation en contrepoint de toute cette richesse insolemment étalée, insolemment proposée. Être un pauvre à Nice, ça doit être assez difficile. Vous me direz, oui, mais il y a la mer, il y a le soleil et les rosés, et le vin rosé, et bien d'autres choses encore très étonnantes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout ça pour vous amener sur le vrai sujet de la vidéo, qui est 2 livres. Je vais vous montrer le premier. Je sais que je vous en ai parlé, peut-être
au moins à une reprise, ça j'en suis convaincu, il y a déjà au moins 10 ans. Ceci. Cahier pour un paysage à inventer. Et ça a été publié en 1954, si je ne m'abuse. Et la curiosité de cette chose-là, c'est que celui qui en a été un des maîtres d'œuvre, Patrick Strachan, connu également sous le nom du Bison Ravi, qui a fréquenté dans sa prime jeunesse Guy Debord. Et quand Patrick Strachan, né à Paris, s'est installé au Québec, il a voulu créer une antenne situationniste à Montréal. Et dans ce numéro, le numéro 1, il n'y a pas eu de numéro 2, on y retrouve Gilles Leclerc, Gaston Miron, Louis Caron, avec un Y et pas d'S, Marie-France O'Leary, Paul-Marie Lapointe, Gilles Hainaut, Serge Garand, Marcel Dubé, Ascar Yorn, du groupe Cobra, Gilles Yvain, situationniste, Guy Ernest Debord, Louis Portugais et enfin Patrick Strachan. Je vous le montre, mais depuis il y a quelques semaines, les presses de l'Université de Montréal ont fait paraître une édition critique de cet ouvrage. L'édition critique savante par un jeune universitaire du nom de Silvano, si je ne m'abuse. Je dois avouer que j'ai été contrarié quand j'ai vu l'objet, car je savais qu'il y avait une réédition de cet objet mythique que personne pratiquement n'a jamais vu, mais je pensais que ce serait une édition à l'identique, qu'on referait exactement le même ouvrage avec les mêmes dimensions et que, bien évidemment, on mentionnerait les gens qui auront travaillé à l'édition critique de l'ouvrage. Et je m'attendais à ça. Or, il n'en a été rien. On en a fait un livre. Un livre qui est un beau livre, ma foi, mais je pense qu'on est passé à côté de l'objet. Et je devine aussi que ce sont pour des raisons financières et que ce sont des gestionnaires chargés de la publication de cette réédition qui ont dû juger les coûts de production trop élevés. Alors, j'aurais envie de dire que dans le domaine de la culture, les gestionnaires, c'est nécessaire, mais souvent, très souvent, ce sont des empêcheurs de tourner en rond. Mais dans le sens, des fois, c'est très important de tourner en rond. C'est très important. Mais ce sont des gens qui ont dû faire le calcul qu'ils n'en vendraient pas davantage en faisant une réédition à l'identique, mais ils ont passé à côté d'une belle occasion de faire un bel objet esthétique. Et de ce point de vue-là, à mon avis, c'est impardonnable. Mais je vais, à un moment donné, je vais me porter acquéreur de cette édition-là parce que je suis curieux de connaître les dessous de cette publication-là. Et je suis convaincu que le travail au niveau appareil critique, je suis convaincu qu'il a été bien fait, cependant. Et donc, on y apprendra beaucoup de choses. Ce n'est pas anecdotique ici que Debord ait été publié dans une maison d'édition québécoise, de même que Yvain et Asger Jorn du groupe Cobra. Ce n'est pas anecdotique. Bon, leur contribution, cependant, l'est un peu. Je ne vais pas rien vous lire de ça ce soir. Je vais vous lire autre chose, cependant. Et là, je m'approche du sujet central de la vidéo. Et c'est un des protagonistes de cette revue au numéro unique, Patrick Strachan. Et c'est un livre qui a appartenu à sa bibliothèque, qui, semble-t-il, aurait été l'un des derniers livres qu'il aurait lu, car Strachan est décédé d'un cancer des poumons. Et semble-t-il, les dernières années, c'était très difficile pour lui de lire des livres. Je tiens cette information de celui qui me l'a vendu, à savoir Richard Gingras, feu Richard Gingras,
qui avait sa librairie sur la rue Ontario, le chercheur de trésors. Et Coltrane et Straham, évidemment, la filiation, elle est évidente et elle est incontestable, car Straham, dans son écriture, se réclamait à la fois de l'improvisation, de l'inachevé et d'un certain rythme. Et Straham jugeait, d'une certaine manière, que l'écriture devait être jazzistique, c'est-à-dire avec des envolées, avec des arrêts, avec des thèmes aussi récurrents, avec des leitmotivs, mais tout ça dans une forme non linéaire, non rationnelle même, j'aurais envie de dire. Même si dans le travail intellectuel de Straham, il y avait de nombreux garde-fous et de références intellectuelles assumées, parfaitement assumées, telles que Marx ou Henri Lefebvre. Et évidemment, les situationnistes. Et Straham aura passé sa vie à tenter de vivre en situationniste. D'ailleurs, il se tenait dans un bar sur la rue Maisonneuve qui s'appelle encore et qui existe encore, semble-t-il, le Blues Clair. Hein? Déjà, on entend la petite musique. Pour la toute petite histoire, et ça, sans doute, j'ai déjà dû vous raconter ça, mais je croisais régulièrement Straham dans le HLM dans lequel il vivait au 1650 rue Saint-Timothée, car ma grand-mère y logeait. Et ma grand-mère était au 7e étage, et lui, je pense qu'il était au 4e étage. Et régulièrement, donc, je le croisais. Et je n'ai jamais osé l'aborder pour lui dire que j'avais lu tous ses livres et que j'avais commencé à le lire même très, très tôt, avec son premier ouvrage, La fin de l'énigme, où il fait de Michel Leiris son alter ego. Évidemment, il avait lu Michel Leiris. Et l'autobiographie aussi, de parler de soi, de raconter sa vie. Pour Straham, c'était un acte politique. Alors, d'une certaine manière, il préfigurait l'autofiction. L'autofiction qui est un genre assez décrié, je pense, trop décrié à mon avis. Et c'est souvent, c'est une écriture faite par des femmes qui veulent nous montrer c'est quoi la trame de leur existence, la trame le quotidien de leur existence. Un quotidien qui est souvent difficile, qui est souvent harassant, tandis que pour ce qui est de l'écriture avec un grand, j'allais dire avec un grand H, ouais, écriture avec un grand H, souvent les hommes, eux, préfèrent écrire des épopées. Hein, ils préfèrent la grande histoire ou le panorama et bon, et le truc. Mais au fond, la grande histoire, j'aurais envie de dire, elle n'a pas d'intérêt. Straham avait bien compris ça. Straham avait bien compris ça et je n'osais pas l'aborder, outre à cause de l'admiration que j'éprouvais pour lui et aussi à cause de la commisération. À cause de la commisération, car à cette époque-là de sa vie, Straham vivait dans un appartement, un HLM, donc à prix réduit. Et il était très atteint par la maladie et il était très atteint également par son alcoolisme. Alors, il avait la petite quarantaine et il avait l'air d'en avoir la soixantaine dépassée. Et je ne pouvais m'empêcher de penser à cet oncle, du côté paternel, qui, lui, est mort à l'âge de 36 ou 37 ans, de délirium tremens en plein milieu du centre-ville de Sudbury, dans le nord de l'Ontario. Et cet oncle était éprouvé par un alcoolisme sans appel. Et lui-même, à l'âge de 35 ou 36 ans, avait l'air d'en avoir près de 70. Le ventre gonflé avec sa canne. Puis
Et pour moi, c'était une véritable misère qu'un esprit aussi puissant que le sien, aussi créatif, en soit réduit à un tel état de misère. Et le jeune homme que j'étais, qui aspirait à une vie intellectuelle riche et indépendante et sauvage, j'aurais envie de dire, était effrayé par les conséquences de ce choix intellectuel de vie. Effrayé car tout au long des années 70, du, du, un petit peu avant le milieu des années 70 jusqu'aux années 80, j'ai eu à côtoyer des intellectuels qui ont été comme ça, des intellectuels hors institution et qui ont eu des existences ravagées par la pauvreté. La pauvreté, même librement consentie, finit par engendrer des effets délétères extrêmement pénibles. Mais à l'opposé, le conformisme aussi fait autant de dégâts. Et je serais plutôt enclin, avec le recul des années, de juger que le conformisme est peut-être encore plus mortifère. Et qu'il n'y a peut-être pas de sortie à ce que moi j'appelle le désir extrême de normalité, la normose. Peut-être qu'il n'y a pas d'option à ça. Tandis que la marginalité extrême, bon, évidemment, elle est pleine d'inconvénients, elle est pleine de défis quasi insurmontables même, mais la normose, elle est sans appel. Alors, le jeune homme que j'étais ne voulait ni de la marginalité qui tue, ni de la normalité aliénante. Alors, comment, et ce ne sont pas des contraires, hein. Ce n'est pas parce que ce ne sont pas des contraires. Et la troisième voie, qui consisterait à paraître, ou du moins à s'inscrire dans un rapport social normatif, tout en n'ayant aucune illusion sur ce rapport, ou aspirant à créer un autre modèle, eh bien, ça a été une question qui m'a longtemps taraudé, jusqu'au moment où je suis devenu libraire. Ça me semblait, libraire, on ne se pose pas de questions, on ne t'en pose pas non plus. Tu payes des taxes, tu payes des impôts, bref, tu es un citoyen à part entière, mais en même temps, tu lis des biographies de John Coltrane. Et là, tout à coup, tu n'es plus tout à fait dans la norme. Alors, Straham était pour moi un auteur emblématique d'une vie intellectuelle réussie et un auteur emblématique d'une vie existentielle gâchée. Et comment faire l'équilibre, comment faire la part des choses. Je sais aussi qu'il y a des esprits brillants qui ont réussi, par exemple, dans le monde universitaire, mais les zones d'ombre sont nombreuses aussi de ce côté-là. Bon, je vous dirais que ça, c'est encore une autre histoire, parce que le désir de reconnaissance et de reconnaissance à la fois financière et symbolique, chez beaucoup d'universitaires est absolument inapaisable. Car il y aura toujours quelqu'un de plus cultivé, il y aura toujours quelqu'un qui sera en avance sur les travaux, il y aura toujours quelqu'un qui écrira mieux, il y aura toujours quelqu'un qui aura plus de subventions. Alors la compétition, elle est permanente. Tandis que pour un Patrick Straham qui œuvrait en dehors du champ institutionnel, il y avait le grand vent, il y avait la liberté, il y avait la possibilité de déambuler des heures entières dans les rues de Montréal, de faire des rencontres improvisées. Ce temps aussi où la ville respirait, où la ville était... je ne veux pas tomber dans la nostalgie, là, mais aller dans n'importe quel café aujourd'hui, les gens vont là pour ne pas être en relation avec les autres. Ils sont derrière leur écran, ils sont incommunicants. Bien souvent, ils ont des écouteurs et il n'y a aucune communication possible. Dans les années 70, les gens fréquentaient les cafés pour justement rencontrer d'autres personnes,
pour revenir un peu sur le thème de la vidéo d'hier, et chacun s'arrangeait pour pouvoir offrir de quoi réfléchir à ses vis-à-vis. Et chacun prenait part à cette espèce de buffet improvisé où l'intelligence des uns et des autres avait des possibilités de s'exprimer et de s'épanouir. Alors évidemment, cette image des gens retranchés derrière leur écran, mais retranchés tous ensemble, me semble une belle métaphore de notre modernité dans le sens de la normose telle que je l'ai définie. Voilà, j'ai défini la normose. Voilà. Alors oui, Chasing the Train, John Coltrane, et le livre, je vais vous montrer Patrick Straham, le bison ravi, avait pour habitude de souligner ses livres, de les annoter et d'écrire son nom à l'envoyer. Patrick Straham, le bison ravi, le 9 mai 1985. Je pense qu'il est mort 3 ans plus tard, à peu près. Donc, je pense qu'il est mort en 88. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, les annotations de Straham. Alors oui, dans cette série, lire dans les yeux de, ça m'apparaît très important. Je vais vous lire 3 ou 4 passages au hasard. Ici, évidemment, il aimait beaucoup Godard. Et, voyez, tenez. M'apparaît très intéressant, ça, ce genre d'exercice, de pouvoir voir qu'est-ce qui a frappé un lecteur. Aller lire dans les yeux de. Ça m'apparaît fascinant comme exercice. En tout cas, moi, ça me fascine. Sans doute peut-être vous aussi, puisque vous m'écoutez. Puisque vous êtes combien de personnes à m'écouter? Pas beaucoup, là. C'est pas grave. Il y avait aussi des peintres, notamment ceux de l'expressionnisme abstrait comme Franz Klein et Willem de Kooning. Amram et de Kooning parlaient souvent de musique ensemble. Le peintre aimait particulièrement le jazz Nouvelle-Orléans. Il avait même fait un jour un tableau du trompettiste Bunk Johnson, et de Kooning se révéla extrêmement réceptif à la musique de Train. Il déclara un jour à Amram: Coltrane est tellement différent. Il est presque comme un Einstein de la musique. Propos curieusement prophétique, c'est Coltrane lui-même qui devait dire plus tard qu'il y avait un homme qu'il admirait plus que tout au monde, Albert Einstein, justement. Alors, on reste un peu dans le relativisme qui nous est si nécessaire en ce temps où on veut nous enfermer dans des dogmes, où on empêche justement la fluidité, où on empêche l'esprit de devenir poreux et ouvert aux multiples influences. On la sent, la cadastration. On le sent qu'on doit se positionner, même s'arc-bouter sur nos positions et défendre pied à pied ce qu'on croit être nos idées. Mais avec le jazz, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ici, bon, il a mis le nom de Godard. Parce que Godard aussi, son cinéma, qui est un cinéma bien souvent improvisé, un cinéma aussi à la fois improvisé et extrêmement réfléchi. Et c'est clair que Godard aussi est un grand amateur de jazz. Il faut dire... Attendez. Je vais essayer de vous trouver deux. Mais en fait, les endroits où il a mis une petite note. Ici, Miles Davis. Hein, le gigantesque Miles Davis. Oh. Coltrane et Miles Davis, en fait, c'est probablement les deux plus grands génies, avec Michael Jackson,
et Prince, et Elvis aussi. Ce sont sans doute les 5 plus grands génies de la musique américaine. Alors, en outre des 5 musiciens de l'orchestre, il était le seul à être clean. Il en avait terminé avec la drogue dès avant son passage triomphal à Newport en 1954. Mais ces musiciens, quant à eux, se shootaient tous comme un seul homme. Et cela était peut-être dû, au moins en partie, à l'influence dominante de Philly Joe Jones, qui était à la drogue ce que W.C. Fields était à la bouteille. Pourtant, la musique ne semblait pas être fâcheusement affectée par une consommation constante d'héroïne. Il n'y avait que les musiciens à l'être intérieurement, et sans qu'on puisse le remarquer de l'extérieur. Cela les aidait-il ou l'inverse? Et pourquoi se charger à ce point quand la musique se suffit à elle-même pour vous faire planer? Et pourquoi John Coltrane et Miles Davis se séparèrent-ils si brutalement en novembre 1956, ce qui entraîna le retour de John à Philadelphie, où il se réinstalla chez sa mère, un peu comme Jack Kerouac. Hein? Comme Shakespeare des sonnets eut Dark Lady, sa dame noire, Coltrane devait également avoir la sienne. Dark Lady of the Song. Naïma, dont le nom de baptême est Juanita, est née le 2 janvier 1926 dans une petite maison de Darien Street. Elle est la sœur d'Earl Grubbs, sortie du lycée en 1943. Elle devint ouvrière couturière dans une entreprise de confection. À l'époque où elle rencontra John Coltrane, elle était branchée sur l'astrologie. Et elle fut ravie de constater que le signe zodiacal de John, la Vierge, était en harmonie avec le sien, Capricorne. Elle était également devenue musulmane. Sa fille Antonia, qu'on appelait parfois Saïda, avait alors près de 5 ans. Naïma l'éleva seule car elle ne s'était jamais mariée. Évidemment, c'est sûr ici que Straham ne pouvait pas laisser passer l'occasion d'annoter ce passage, car Straham était également très féru d'astrologie. Et il était également Capricorne, comme Elvis. Les Capricornes dont on dit qu'ils naissent vieux, mais qu'ils meurent jeunes. C'est-à-dire, et que plus ils avancent en âge, plus ils se libèrent l'esprit. Si vous voulez comprendre Coltrane, c'est fermé. Cherchez-vous quelque chose? D'accord. Merci. Je pourrais ouvrir, hein? Ouais, pas juste la nuit. Si vous voulez comprendre Coltrane, Joke Knight, lisez la définition que Schopenhauer donne du génie. Le génie se définit par l'objectivité la plus totale. Le génie, c'est l'aptitude à perdre complètement de vue nos intérêts, notre volonté, nos fins, à sortir pour un temps de notre propre personnalité et n'être plus que pur sujet connaissant, claire vision du monde. Le génie nous tend le miroir magique dans lequel tout ce qui est essentiel nous paraît rassemblé dans la lumière la plus limpide, à l'écart de toute forme accidentelle, insignifiante. La jouissance que le génie éprouve dans toute forme de beauté, la consolation que l'art lui apporte, l'enthousiasme de l'artiste lui permettent d'oublier les soucis de la vie. Il trouve dans son œuvre la compensation aux souffrances qu'il éprouve proportionnellement à la clarté de sa conscience, à sa solitude désertique parmi les hommes ordinaires. Il ne faut pas manquer ça non plus. C'est une citation de Krishnamurti. Je vais vous remontrer à quoi ça ressemble, les annotations de Straham. C'est assez frénétique. Hein? En fait, il aurait envie, sans doute, il aurait eu envie de tout souligner. Ça ressemble à ça, oui.
Coltrane, oui, il est né le 23 septembre 1926. Oui, effectivement, c'est une vierge. Un dernier passage où il y a une petite note. Alors ici, il a gratifié ce passage de 3 étoiles. Alors j'imagine que 3 étoiles, c'est le summum, c'est la quintessence de la notation. Vous écoutez de la musique et quand c'est fini, elle s'est évanouie dans l'air. Vous ne pourrez jamais la rattraper. Éric Dolphy. Un dernier. Ah oui. Ah oui, là, celui-là, il vaut la peine. Je vais vous montrer pourquoi il vaut la peine. C'est un peu long, mais je vais vous en dire juste un tout petit passage. Tenez, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Ça, c'est caractéristique. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit ici? Dire, moi, ça j'aime, comment, pourquoi, ne jamais penser en fonction d'une loi, d'une entité, d'une norme. Ben voilà, hein, tout est dit. Dire, moi, ça j'aime, comment, pourquoi. Ne jamais parler en fonction d'une loi, d'une... Là, je l'ai lu, j'arrive même pas à le relire. D'une norme. Je conclus là-dessus avec une citation, à nouveau, avec gratifié cette fois-ci d'une petite étoile. Mais sa déclaration la plus importante fut probablement celle-ci, à laquelle il ne devait cesser de penser pendant le reste de sa vie, sous la triple pression des critiques, des musiciens et du public. Je veux avancer, mais je ne veux pas m'aventurer si loin que je ne puisse plus voir ce que font les autres. Ben voilà. Alors c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain pour de nouvelles aventures. Sans doute l'aventure YouTubeuse, va sans dire. Sans doute courte, car demain nous partons en fin de soirée. Vous savez, le temps de se rendre à l'aéroport et tout ça. Bon. Et voilà. Et c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et probablement après ça, possible que je sois absent quelques jours, mais j'apporte toutes mes bidules. Même ceux qui ne fonctionnent pas, j'apporte mon ordi, j'apporte 2, 3 livres. Une bio, entre autres, de Denis Roche. Eh oui. Et un autre livre que sans doute, peut-être l'Anti-Oedipe à nouveau, que j'ai lu il y a longtemps, mais la Deleuze me travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, je pense pour la French Theory, là, qu'on a, ce fourre-tout bien commode, qui est inlassablement attaqué par des gens qui, au fond, ne l'ont jamais lu. C'est facile d'attaquer quelque chose qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? L'attaquer vraiment pour le démontrer, le démonter, ça, c'est autre chose. On dirait, je sens le besoin de retourner à ces textes si importants des années 70. En tout cas. Peut-être est-ce le conservatisme ambiant qui, à quelque part, me désole. Peut-être aussi, c'est le fait que nous sommes dans une période de mutation d'une extrême importance. Et comme disait l'autre, ce n'est plus tant de savoir qui nous sommes qui compte, mais comment allons-nous survivre à tout ce qui se passe en ce moment. Et c'est une époque rude, hein? Je conclus ici, où même des gens de la classe moyenne supérieure sont très inquiets. Il n'y a plus de visibilité. Sur le plan économique, tout est devenu, l'économie, bon, ça a toujours été, c'est pas une science, hein? Bon, c'est de la poésie, c'est de l'astrologie, c'est des élucubrations, pas toujours drôles, cependant, avec un contre-effet assez dévastateur.
Mais il y a une perte de visibilité. Les gens font des plans, puis généralement, les gens qui ont un peu d'argent peuvent en faire. Mais là, les témoignages que je reçois des uns et des autres, c'est qu'on navigue à vue dans un brouillard assez opaque. Et pour les gens créatifs, ça peut encore aller. Pour ceux qui n'ont pas sombré ni dans la marginalité la plus aliénante ou qui n'ont pas sombré non plus dans la normose la plus stressante, peut-être moyen de naviguer là, au milieu de ces fuites innombrables, au milieu de ces remous. À demain, sur un air de jazz. Hein?